Bonsoir à tous et merci de suivre RTI 1. Tout de suite le titre de ce journal. L'annexe fiscale 2021 au cœur des échanges entre le gouvernement et le secteur privé, une rencontre à l'issue de laquelle les deux entités ont accordé leur violon. Le ministre Moussa Sanogo a apporté des éclairages sur la motivation de l'adoption de certaines mesures. Il a aussi répondu aux préoccupations du secteur privé. Le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, a procédé à l'ouverture des travaux de la 52e réunion annuelle des directeurs généraux des loteries nationales des États membres du Conseil de l'Entente. C'était ce lundi à Abidjan. La capitale économique ivoirienne va abriter le prochain tirage tournant de la tranche commune Entente en 2021. Et puis cette année, ils sont près de 7000 agents admissibles aux différents concours de la fonction publique, des agents qui doivent obligatoirement se soumettre à des sessions de formation avant leur prise de fonction. En la matière, l'initiative du ministère de la fonction publique fait des émules. Notre reporter Grace Kando nous propose dans ce journal un zoom sur les futurs agents de l'État. Et voilà pour les titres. Merci de suivre RTI 1 en prélude à l'entrée en vigueur de l'annexe fiscale 2021. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État a dirigé une rencontre d'échange jeudi dernier. Moussa Sanogo et le secteur privé se sont accordés sur le point qui bloque la mise en place du prochain dispositif fiscal. On en parle avec Cheikh Aboubakar Kone. Ce n'est pas la première et ça ne sera certainement pas la dernière rencontre entre le secteur privé et le ministre du Budget sur la finalisation de l'annexe fiscale 2021, avant son entrée en vigueur, en janvier prochain. Les échanges ont porté sur les domaines dans lesquels le secteur privé indiquait tantôt qu'il y avait quelques augmentations d'impôts, mais également de notre côté aussi, là où aussi l'État a fait des efforts pour apporter des facilités. Et donc, on essaie de trouver un juste milieu pour pouvoir avancer. Ces mesures de politique fiscale portent entre autres sur l'assujettissement du riz de luxe et de la viande importée à la TVA au taux de 9%, le relèvement du taux du droit d'enregistrement sur les exportations du cacao qui passe de 1,5% à 3%. Vous savez, quand on fait un test fiscal, il peut y avoir quelques évolutions haussières dans tel domaine, mais également des évolutions baissières dans tel autre domaine. Et donc, on essaye de faire un savant équilibre pour faire en sorte donc que aussi bien l'État que le secteur privé puissent continuer de travailler avec la plus grande sérénité. Il y a lieu de rappeler que depuis 2011, l'État a aménagé d'importantes mesures de soutien aux entreprises. 70% des mesures de politique fiscale sont constituées de dispositions de soutien au secteur privé. Le coût fiscal de ces mesures traduites dans les différentes annexes fiscales est évalué à plus de 50 milliards de francs CFA par an, soit environ 500 milliards depuis 2011. Je vous le disais tout à l'heure en ouverture de ce journal, après Niamey en 2020, Abidjan va abriter la tranche commune Entente l'année prochaine. L'événement va rassembler les loteries nationales des 5 pays membres du Conseil de l'Entente. Les travaux préparatoires ont démarré ce lundi. C'était en présence du ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly. Le compte-rendu de Francis Boifo. À la fin des travaux des experts, la Côte d'Ivoire saura le budget qui sera alloué à l'organisation de la tranche commune de l'Entente en juillet 2021 à Abidjan, ainsi que les coûts des différents tickets. C'est un événement qui réunit depuis 50 ans les loteries nationales du Burkina Faso, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Togo, les 5 pays membres du Conseil de l'Entente. Au moment où nos États poursuivent la mobilisation des ressources pour faire face aux défis sanitaires et sociaux de la COVID-19, les loteries nationales du Conseil de l'Entente vont encore une fois administrer la preuve de l'utilité de la coopération sous-régionale dans la recherche du bien-être de nos populations. La loterie nationale constitue des leviers très importants dont dispose le gouvernement dans la lutte contre la pauvreté, car elle contribue notamment à la mobilisation de l'épargne volontaire en vue d'une redistribution directe et indirecte. Nos loteries nationales œuvrent également à la réalisation d'investissements à caractère social et culturel au profit de la communauté. Des lots à gagner et des œuvres communautaires à réaliser. En 2021, c'est la commune d'Abobo qui sera bénéficiaire de l'œuvre sociale communautaire liée à la tranche commune de l'Entente.
Autre titre de ce journal, la QV 2019 des candidats admissibles au concours de la fonction publique va bénéficier d'une formation. L'initiative du ministère de tutelle vise à donner à ces futurs agents de l'État des rudiments nécessaires afin d'être efficaces et de produire de meilleurs résultats. La formation, ce point important avant la prise de service, c'est une idée de reportage de Grace Kando. Chaque jour, à partir de 7h30, le fonctionnaire doit être ponctuel, il doit être assidu et il doit personnellement et physiquement être à son poste de travail. Ce cours porte sur la déontologie de la fonction publique. Après le concours d'entrée dans l'administration publique, retour à l'école pour les candidats admis. On apprend que, en tant que fonctionnaire, on a d'abord des avantages, mais plus des obligations. Et que nous devons nous mettre à la disposition de notre pays, de la nation, et être honnêtes dans tout ce que nous allons faire. Environ 7000 futurs fonctionnaires sont concernés par cette formation. Ils sont répartis en 4 catégories, A, B, C et D, qui sont les différents grades de l'administration. Déontologie de la fonction publique, technique administrative, technique rédactionnelle sont les matières dispensées. Pour les nouveaux fonctionnaires qu'ils sont, ils doivent savoir rédiger les courriers, les lettres à forme personnelle et les lettres entre services. Ensuite, il y a les documents d'information interne, qui sont le procès verbal, compte rendu, rapport, etc. Ensuite, il y a les documents d'information externe, comme les communiqués, les avis, les convocations. Ces modules de formation permettront aux nouveaux fonctionnaires d'avoir une connaissance du milieu professionnel et d'acquérir des outils nécessaires pour intégrer la fonction publique. J'apprends beaucoup parce que j'ai une mission au futur en tant que fonctionnaire, donc de contribuer à la réalisation aussi bien du programme de l'administration. Et il me faut donc à la fonction et au poste donc, que j'occuperai maîtriser ces rudiments-là en vue d'être performant. La formation était un peu accélérée, mais avec la compétence de ces formateurs, vraiment, nous avons appris beaucoup de choses qui pourront nous servir dans l'administration et être des fonctionnaires de qualité dans l'avenir. Cette formation en administration de base se déroule en termes de volume horaire par module de 30 heures et les emplois sont répartis en fonction des catégories. Les personnes qui sont recrutées, certains sont recrutés à partir du BPC, du bac, n'ont pas de connaissances ou de passé administratif. Donc lorsqu'ils arrivent et tout de suite on les met au travail, ils sont un peu perdus et l'administration se rend compte que c'est des collaborateurs qu'il faut prendre en charge d'une manière particulière et ça rajoute à la difficulté entre la proclamation des résultats et la prise de service. Parce qu'il y avait une période d'attente et cette période a été mise donc à profit pour former et permettre aux auditeurs qui sont des futurs fonctionnaires d'être prêts. Il y a des objectifs d'efficacité à atteindre dans l'administration. Quel style de management faut-il utiliser pour aborder le privé aujourd'hui qui est en face de nous, avec lequel nous travaillons? Sur le terrain aujourd'hui, quand vous regardez en Côte d'Ivoire pour les résultats que nous obtenons au regard de la politique générale du gouvernement, la fonction publique contribue en grande partie au développement et d'ailleurs, je dirais, à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Donc je dirais sur le terrain, nous avons une satisfaction totale et entière. Après ces différentes formations, d'autres étapes sont annoncées. Après la formation, nous produisons l'arrêté d'admission parce qu'ils étaient admissibles. L'arrêté d'admission vient mettre fin à l'admissibilité pour leur déclarer leur admission. Et après l'admission, évidemment, il faut les affecter. Donc, nous les affectons dans les différentes administrations. Et dès l'instant où ils prennent service, que le service d'accueil nous fait retour de leur certificat de prise de service, nous utilisons le certificat de prise de service pour produire ce qu'on appelle l'arrêté de nomination
dans leur emploi. L'arrêté définitif qui effectivement a un effet financier et c'est à partir de là qu'ils connaîtront ce qu'on appelle le premier mandatement, c'est-à-dire toucher le premier salaire. Une administration moderne, dynamique et performante, c'est ce à quoi aspire le ministère de la fonction publique. On change de cap pour parler de ce phénomène qui concerne de plus en plus la gente féminine. Une femme active sur 5 y a déjà été confrontée. Le harcèlement sexuel en milieu professionnel reste un tabou pour les dirigeants et les salariés. Alors que la prévention et l'action peuvent limiter les conséquences, la Sodexam vient de se doter d'un plan de lutte contre le harcèlement et la discrimination en milieu de travail. Le document qui vient améliorer l'environnement du travail et instaurer une forme d'égalité de traitement entre hommes et femmes a été présenté ce lundi matin. Plus de détails avec Sephora Zegui. Une femme sur 5 dans le monde a déjà subi le harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle. 20% des femmes et hommes déclarent connaître une victime indirecte de harcèlement dans le cadre de son travail et 82% d'employeurs n'ont pas mis en place d'actions de prévention contre le harcèlement et la discrimination. Ces résultats de l'enquête réalisée en 2014 par l'Institut français d'opinion publique interpellent les décisionnaires. La Sodexam vient alors de se doter d'un plan de lutte contre le harcèlement et la discrimination en milieu de travail. Une politique qui va contribuer à l'instauration de l'égalité de traitement entre hommes et femmes. Une avancée notable sera faite. Beaucoup de femmes, d'hommes qui subissaient des discriminations, des harcèlements moraux ou sexuels oseront parler parce qu'ils savent qu'il y a en place une organisation pour les écouter, pour les aider et pour sanctionner les personnes qui sont coupables de ces abus. Cette politique, initiée par Jean-Louis Moulot, directeur général de cette structure, cadre bien avec les 16 jours d'activisme pour l'élimination de toute forme de violence à l'égard des femmes. À l'heure où la communauté internationale dans son ensemble s'est engagée dans les 16 jours d'activisme pour mettre fin à la violence faite aux femmes, il s'agit pour nous de favoriser le développement d'un environnement de travail favorable et de promouvoir une culture d'entreprise qui prend en compte nos réalités sociales. Doter cette structure aéroportuaire d'un plan de lutte contre le harcèlement et la discrimination en milieu professionnel, une innovation que salue Miss Belmont Dogo. Faire partie d'une entreprise aussi avant-gardiste vous impose de maintenir ce positionnement et cela passe par des exigences d'exemplarité. Vous devez donc vous approprier ce document, sensibiliser les uns à sa bonne compréhension, à son fonctionnement, afin d'éviter toute forme de suspicion et d'abus qui contribuerait à empoisonner l'environnement de travail. La mise en place de cette politique à la Sodexam va permettre de sanctionner les actes de harcèlement ou de discrimination. On ouvre à présent le chapitre cohésion sociale de ce journal. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était dans le village de Yopougon-Kouté. Adama Diawara a échangé avec le peuple Hatchan. Il a aussi apporté la compassion du gouvernement aux populations suite aux violences qui ont occasionné des dégâts dans le village. L'émissaire du chef du gouvernement a lancé un appel à l'union et à la paix à Bossanogo. Siège de la chefferie de Yopougon-Kouté. L'atmosphère est conviviale. L'ambiance était à la fête. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, communie avec le peuple Hatchan du village de Kouté. Village qui a connu des violences le 31 octobre et le 9 novembre dernier et qui ont occasionné des pertes en vies humaines et des dégâts matériels. En rencontrant les Nyando, les Doubo, les Tchagba et toutes les communautés qui composent le village de Yopougon-Kouté, Adama Diawara a tenu à leur exprimer la compassion du gouvernement et à les inviter à la préservation de la paix. C'est de faire comprendre à mes parents de Kouté que la politique ne doit pas nous diviser. Nous devons tous rester des acteurs de paix, de concorde, de solidarité, de réconciliation, d'union, de paix, de fraternité, de vivre ensemble. Et ensuite, c'est de demander à mes parents de Kouté de prier pour le président de la République, le président Alassane Ouattara, pour qu'il puisse conduire le bateau Ivoire à bon port. Je pars tout à fait satisfait et en sachant que je peux compter sur mes parents de Kouté Village pour que la paix revienne. Sensible à la visite du ministre Adama Diawara dans leur village, le peuple Hatchan s'engage à œuvrer pour la paix.
Nous avons besoin de cette quiétude et sa venue nous a apporté cela. Et nous voulons lui dire merci. Et au nom du patriarche, au nom de toute la communauté, lui dire merci. À l'issue de ces échanges, Adama Diawara a rendu visite au patriarche du village de Vieux-Pougonkouté et à d'autres familles. Le directeur régional de campagne du candidat du RHDP a sillonné les 14 villages du département de Yakassé à Tobrou. Il s'agissait pour Joseph Seka de traduire les remerciements du président Alassane Ouattara aux populations pour avoir voté massivement pour lui. Le directeur régional de campagne a aussi profité de cette tournée pour exhorter les populations à prôner le vivre ensemble afin de renforcer la cohésion sociale. Herman Niamia. Dans la région de la Mé, précisément dans le département de Yakassé à Tobrou, les électeurs de certains villages n'ont pu prendre part à l'élection présidentielle à cause des individus qui ont empêché la tenue du scrutin. Malgré ces perturbations, le vote a pu avoir lieu dans la plupart des villages et le candidat du RHGP est sorti victorieux dans le département avec un score de plus de 91%. L'élection désormais terminée, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, par ailleurs, directeur régional de campagne du candidat du RHDP, est sur le terrain pour dire merci aux populations pour avoir voté massivement pour son candidat et aussi pour les inviter à prôner la cohésion sociale. Après l'élection présidentielle du 31 octobre, à certains endroits, la cohésion sociale a été entachée et le président de la République nous a instruit, nous, les cadres du RHDP, particulièrement les ministres du gouvernement, d'aller vers nos parents pour leur parler, pour leur expliquer la nécessité pour nos populations de souscrire à la cohésion sociale, de cultiver la paix et tout cela. Après l'élection présidentielle, suivront les élections législatives, municipales et régionales. Joseph Seka invite donc les populations à la retenue et au sens du civisme, car, insiste-t-il, le gouvernement ne saurait tolérer le désordre. Aujourd'hui, nous sommes venus pour vous parler. Tous ceux qui ont été responsables de ces troubles-là, nous avons leur liste, on a leur nom. Donc nous leur demandons de ne plus recommencer ce genre de choses. Pour cette tournée de remerciements et de cohésion sociale, ce sont les 14 villages que compte le département de Yakassé à Tobrou qui ont été sillonnés par le ministre Joseph Seka. Dans une récente déclaration, l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire invite l'ensemble des Ivoiriens à la paix. Par ailleurs, le bishop Benjamin Boni a félicité le président Alassane Ouattara pour l'instauration du dialogue politique inclusif entre les leaders politiques. Le commentaire est signé Issa Chonayeo. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, MUCI, œuvre pour la paix et la cohésion sociale dans le pays. Dans une déclaration, le bishop Benjamin Boni a regretté les morts suite au mot d'ordre de désobéissance civile de l'opposition. Il a ensuite salué la main tendue du chef de l'État Alassane Ouattara aux leaders politiques. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire s'incline alors respectueusement devant la mémoire des personnes disparues, exprime sa compassion aux familles endeuillées, ainsi que ses vœux de prompt rétablissement aux blessés et sa solidarité à toutes les personnes et aux entreprises qui ont vu leurs biens détruits. L'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, soucieuse de l'importance de la vie humaine, don de Dieu, soucieuse de la préservation des acquis démocratiques et du respect des droits de l'homme, et en vertu de sa vocation de sentinelle, condamne les nombreux actes de violence commis ces dernières semaines, interpelle la justice sur la nécessité de faire la lumière sur toutes les exactions, de manière à en dégager toutes les responsabilités, car Dieu est vérité. Il nous sanctifie par sa vérité. Invite le chef de l'État à engager le dialogue inclusif avec toutes les parties en présence. Le responsable de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, bishop Benjamin Boni, a invité l'ensemble des Ivoiriens à privilégier le dialogue afin de favoriser la cohésion sociale dans le pays.
On se retrousse les manches pour mieux combattre le coronavirus. Tout de suite, le point de la situation de ce 30 novembre. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce lundi 30 novembre 2020 21 nouveaux cas de Covid-19 sur 745 échantillons prélevés, soit à 2,8% de cas positifs, 17 guéris et 1 décès. À la date du 30 novembre, la Côte d'Ivoire compte donc 21 331 cas confirmés, dont 20 964 personnes guéries et 132 décès et 235 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 218 207. Face à la pénurie de sang constatée dans les établissements sanitaires, le COSIM se mobilise. Le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques a organisé samedi dernier une vaste opération de don de plasma dans les communes d'Abobo et de Port-Boué. Le COSIM a par ailleurs sensibilisé la population au don de sang pour sauver des vies humaines. De Madongui, Pagasoro Kone. Ces imams et guides religieux du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, section Abobo et Port-Boué, mobilisés à donner leur sang pour sauver des vies humaines. Ces hommes de Dieu répondent ainsi au cri de cœur du Centre national de transfusion sanguine CNTS dû à la pénurie de sang dans les établissements sanitaires. Il y a quelques semaines de cela, Dr Seydou Konaté, directeur du Centre national de transfusion sanguine, alertait l'opinion en disant que notre pays, la Côte d'Ivoire, manque cruellement de sang. Face à ces constats alarmants, le COSIM, à travers le département Pomonory de la santé et le département du social, en partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine, CNTS, a décidé de répondre à cet appel citoyen et humanitaire et s'engage à sensibiliser la population à donner son sang pour sauver des vies. Pour ces guides religieux et ces fidèles musulmans, donner son sang est un acte de foi. Ils encouragent et félicitent cette action de porte sociale du COSIM. Ça permet de sauver des vies, qu'elles soient musulmanes ou non musulmanes. La vie humaine, elle est sacrée. Elle est sacrée pour la religion musulmane. Le COSIM a vraiment fait son travail. J'ai un ami qui était malade, on avait problème de sang. On n'a pas eu sang facilement. Aujourd'hui, avec le coronavirus, il y a problème de sang. Chaque fois, on en parle à la télé. Donc, ça m'a encouragé, ça m'a donné le courage de venir donner mon sang. Selon le Conseil national de transfusion sanguine CNTS, sur près de 25 millions d'habitants que compte la Côte d'Ivoire, l'on enregistre 100 000 donneurs, parmi lesquels 50 000 donneurs réguliers. Depuis l'apparition de la crise sanitaire la COVID-19, de 3 600 unités de sang par semaine, les formations sanitaires sont à 260 et de 300 poches de sang par jour. Aujourd'hui, on n'en distribue que 50. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, de 230 000 poches de sang par an, la Côte d'Ivoire a malheureusement un total de 160 000. Le ministère exhorte alors les populations à se mobiliser afin de lutter contre la pénurie de sang dans les établissements sanitaires en vue de sauver des vies humaines. Donner de son sang, c'est rester en bonne santé. Un mot d'éducation à présent. Dans la commune de Trècheville, la municipalité poursuit ses actions sociales à l'égard des personnes démunies. Pour elles, sinon pour cette année scolaire, ce sont 100 millions de francs CFA de frais de scolarité qui ont été distribués aux élèves et étudiants de la commune. Ces frais de prise en charge permettront à ces enfants de familles démunies de bénéficier d'une éducation de qualité. Le reportage de Mamadou Kouassi. Fini les casse-têtes de la rentrée des classes. Les parents de ces enfants démunis sont soulagés. Cette année encore, ils sont des milliers d'élèves et d'étudiants à bénéficier de cours dans de meilleures conditions. Ces enfants issus de familles démunies reçoivent de l'équipe municipale de Trècheville un appui financier d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA. Des bons de prise en charge pour assurer entièrement et gracieusement leur scolarité pour cette année scolaire et académique en cours. Des bénéficiaires qui ont exprimé leur gratitude au maire François-Albert Amicha et à son équipe municipale. Le ministre François-Albert Amicha, assisté du député de la commune Ahmed Tunkara et des représentants du ministère de l'Éducation nationale, a rappelé que le social à travers l'éducation et la santé constitue l'axe essentiel de la politique de développement. La mairie de Trècheville, il soutient que tout est mis en œuvre pour accompagner les familles démunies afin d'assurer une éducation de qualité aux enfants de la commune. Nous avons le devoir de les suivre,
de les accompagner avec rigueur dans un monde de plus en plus violent et pervers, influencé par la télévision et les réseaux sociaux. Chers enfants, nous avons joué notre part. Les parents ont joué leur partition. Il vous appartient maintenant de jouer votre rôle en travaillant à l'école comme vous avez pris l'engagement, en obéissant à vos parents et surtout, à la fin de l'année, de nous ramener de bons résultats qui feront de la commune de Treichville la commune de l'excellence, la commune du savoir, la commune du bien-vivre et du bien-être. À Treichville, les bons de prise en charge scolaire et universitaire sont devenus une tradition. Nombreux sont ces enfants issus de familles démunies qui bénéficient chaque année de bons de prise en charge scolaire. Beaucoup ont pu s'insérer aujourd'hui dans la vie active grâce à ce soutien. D'Abidjan, les habitants du village de Djidjikro ont festoyé le week-end dernier. Le village situé dans le département de Grand Laou a été électrifié en juin dernier à hauteur de 100 millions de francs CFA. Une occasion pour les populations de manifester leur reconnaissance au gouvernement. Samuel Dangui de Madangui, Pagasoro connaît. Les populations de Djidjikro, sous-préfecture de Grand Laou, mobilisées pour célébrer la connexion de leur village au réseau électrique. Une fête de la lumière alors, pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara, et à son gouvernement, qui ont bien voulu débourser plus de 100 millions de francs CFA pour sortir Djidjikro de l'obscurité. C'est par la voix du porte-parole des cadres de Djidjikro que les populations ont exprimé au chef de l'État, Alassane Ouattara, leur satisfaction pour le développement de leur village. À Djidjikro, les populations adhèrent à cette politique du développement au visage humain du président Ado. Cette population souhaiterait le déclassement d'une partie du parc d'Azagny et sa mise à disposition du village. Le démarrage effectif des travaux du collège de proximité, qui sera un véritable ouf de soulagement pour nos parents, dont l'affectation en 6e de leurs enfants ailleurs leur pose de multiples soucis. Un nouveau château plus grand est le vœu cher des populations. Le représentant de la marraine Kandia Kamara et le président de la cérémonie, Sissé Ibrahima, PCA de Côte d'Ivoire Énergie, ont tour à tour renouvelé leur engagement à accompagner le village sur la voie du développement. Que cette lumière qui désormais étincelle dans le ciel de Djidjikro brille en chacun de nous et nous apporte la paix et le bonheur. Toutes les données formulées ici seront transmises à Madame le ministre. Elle a opté pour les collèges de proximité. Avec l'électricité, le quotidien de nos braves femmes s'en trouve allégé, l'exode rural est freiné, les enfants ont de meilleurs rendements grâce à la lumière, le divertissement devient possible. En plus d'une enveloppe remise par la marraine, le village a bénéficié d'un tricycle, d'un congélateur et de 2 millions de francs CFA pour la contribution à la construction du centre de santé. Un don de Sissé Ibrahim, PCA de Côte d'Ivoire Énergie. Après la victoire, place à la fête à 96%. C'est le score réalisé par la commune d'Adjamé à l'issue de la présidentielle qui a vu la victoire de son candidat. Un triomphe célébré samedi dernier par la direction régionale du RHDP qui a invité ses militants à se tenir prêts pour les prochaines échéances électorales. Noussangaré, Mahama Traoré. Ils étaient nombreux à se rendre aux urnes le 31 octobre dernier. Avec un score de 96%, les militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP de la commune d'Adjamé ont contribué à la victoire du président Alassane Ouattara. Ce score témoigne du renouvellement de confiance entre Alassane Ouattara et les populations de cette commune. Depuis qu'Adjamé, depuis la création du RDR jusqu'au RHDP, jamais Adjamé n'a réalisé un tel score. C'est à l'actif des militants, des jeunes, des femmes qui se sont mobilisés comme une seule personne cette fois-ci pour donner ce score au président Alassane Ouattara. Si cette victoire est un pari réussi pour le parti présidentiel, les défis à relever sont nombreux. Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP, exhorte les militants à se mettre en ordre de bataille en vue d'une victoire lors des prochaines législatives. Pour permettre au président donc de faire valoir son projet de société
pour le bonheur des Ivoiriens, il a besoin d'un socle institutionnel fort. Et ce socle institutionnel, c'est que nous soyons majoritaires donc, à l'Assemblée. Et cette majorité passe donc par une organisation, une mobilisation de nos militants et des Ivoiriens, parce que donc, en tout état de cause, les élections législatives auront lieu naturellement au plus tard en 2021. Donc nous nous préparons. La commune d'Adjamé entend jouer un rôle majeur dans l'obtention de cette majorité au sein de l'hémicycle. Termine ce point d'information avec l'actualité hors de chez nous au Mali. AQMI vise des militaires de l'opération Barkhane à Kidal, Gao et Menaka, des villes du nord du pays. Il s'agissait essentiellement de tirs de roquettes ou d'obus. Il y aurait très peu de dégâts matériels et aucune victime n'est à déplorer. Les différents acteurs sécuritaires et les militaires relèvent tous la coordination de ces attaques, des attaques perçues comme un mauvais signal. C'est la fin de cette édition d'information sur la chaîne qui rassemble mardi matin. Le lève-tôt sera assuré encore une fois par Régis Kofi à 6h30. Agréable suite de programme sur RTI 1. Bonsoir.